Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Marine Mallet. Bonjour Marine. Bonjour Nicolas, merci beaucoup. Merci Marine. Vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas au sein du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, le charisme, et vous êtes chargée d'enseignement. Vous réalisez actuellement une thèse portant sur les séries télé dystopiques et la production d'imaginaire collectif. Vous interrogez les représentations sociétales proposées par encore plus de 3 séries dystopiques ainsi que leur réception et leur mise en conversation au sein des communautés en ligne de séries films, notamment les groupes Facebook dédiés à ces séries. Vous vous intéressez plus largement aux liens entre fiction, science-fiction et réel, séries télévisées et politiques, ainsi qu'aux pratiques en ligne et aux diverses formes d'engagement des amateurs. Alors, vos recherches mobilisent des approches et des méthodologies qui s'inscrivent notamment dans le champ des cultural studies, c'est-à-dire enquête de réception, ethnographie en ligne, analyse des représentations, etc. Voilà, donc on vous retrouve, vous avez un site internet, vous avez un compte Twitter, on a mis toutes les références sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com. Alors, peut-être avant de commencer, un petit mot, Marine, sur votre thèse. Votre thèse, vous parlez de séries dystopiques, vous parlez de La Servante écarlate, on ne va pas aller plus loin. Les 2 autres séries, c'est quoi, Marine ? Oui, alors donc La Servante écarlate, comme vous l'avez dit, et Black Mirror et The Hundred, donc une série de CW. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est très intéressant cette idée de travailler sur les dystopies. Alors, on va parler dystopie tout au long de cette émission, peut-être avec, je ne vais pas dire que La Servante écarlate est plus connue que Black Mirror, mais en tout cas, c'est une des séries très connues à l'heure actuelle. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en tout cas, ou pour rafraîchir peut-être en tout cas la mémoire d'autres qui auraient pu voir les saisons il y a quelque temps, est-ce que vous pourriez nous en faire le pitch et la présentation, s'il vous plaît, Marine ? Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, La Servante écarlate, en anglais, The Handmaid's Tale, c'est une série télévisée donc américaine qui a été créée par Bruce Miller et qui est diffusée depuis avril 2017 sur la plateforme de vidéo à la demande Hulu. En France, la première saison a été diffusée en juin 2017 sur la plateforme OCS. Et on peut retrouver la série sur d'autres plateformes de vidéo à la demande comme Salto, Amazon Prime Video ou TF1 Série Film. Donc actuellement, la série elle est constituée de 4 saisons. La dernière, elle a été diffusée en avril 2021 et on a une 5e saison qui est prévue pour 2022. Donc, on y reviendra, je pense, plus en détail par la suite, mais dans les grandes lignes, The Handmaid's Tale, c'est une série télévisée dystopique qui imagine un futur proche où, en prenant pour prétexte des problèmes de fertilité qui ont engendré une chute alarmante du taux de natalité, une secte fondamentaliste a organisé l'assassinat du président et pris le pouvoir aux États-Unis lors d'un coup d'État pour créer ce qui va s'appeler la République de Gilead. Donc, c'est les fils de Jacob, c'est le nom de ce groupe, se sont employés en fait à réorganiser la société en une théocratie puritaine et totalitaire, profondément misogyne, où les femmes encore fertiles vont être forcées de devenir des servantes, des handmaids, donc, et vont avoir pour fonction principale de donner des enfants aux hauts gradés de cette nouvelle société, les hauts gradés qu'on va appeler les commandants. Et en fait, c'est dans ce contexte qu'on va suivre le personnage principal de la série qui s'appelle June Osborne. Donc, au début de la première saison, on assiste à son arrestation. Je ne spoil pas, c'est dans le premier épisode. On assiste à son arrestation alors qu'elle essayait de fuir au Canada avec son mari Luc et sa fille Anna. Donc, elle va être arrêtée et envoyée au Centre Rouge afin d'être formée, entre guillemets, pour oublier son identité et devenir servante. Ensuite, elle va être envoyée au service du commandant Fred Waterford, qui est interprété dans la série par Joseph Fiennes, et de sa femme Serena Joy, interprétée par Yvonne Strahovski. Et donc, June va devenir Offred, en français de Fred.
Donc, à noter, dans la série, chaque servante prend le nom du commandant de la famille qu'elle rejoint, avec l'ajout de la particule de ou of en anglais, ce qui renforce vraiment l'idée de chosification et de propriété des servantes. Et donc, d'ailleurs, ces servantes qui sont qualifiées de réceptacles ou d'utérus à pattes. Et en effet, dès qu'elles ont donné naissance à un enfant, celui-ci est confié à l'épouse du commandant. Et donc, tout au long de la série, on va découvrir cette société, son fonctionnement, mais on va aussi apprendre à connaître June, son histoire, et on va suivre son quotidien donc de servante à Gilead, ainsi que les formes de résistance qui vont se mettre en place secrètement, avec par exemple le réseau de résistance Médée. Et dès la saison 2, donc, les tentatives de June pour rejoindre le Canada et retrouver sa fille Anna. Donc, de manière progressive et tout au fil des saisons, on comprend également les différents rouages de Gilead et les origines de cette société. Pareil, on y reviendra sans doute par la suite. Donc, dans la série, le rôle principal de June est interprété par l'actrice Elizabeth Moss, qui a également réalisé les épisodes 3, 8 et 9 de la 4e saison. Et ça, je le précise parce que c'est pas anodin dans le sens où il constitue vraiment des tournants pour le personnage de June. Autre élément qui me semble important de préciser, c'est que la série a connu, enfin c'est ce que vous disiez dans la présentation, la série a connu dès sa diffusion un très grand succès critique qui a été récompensé un grand nombre de fois aux Emmy Awards depuis 2017. Si je ne dis pas de bêtises, on compte 75 nominations et l'obtention de 15 Emmy. Donc, la première saison de la série est directement adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood, qui lui est paru en 1985 et qui a été traduit en français en 1987. Et le roman a également connu un succès commercial et critique. Dès sa sortie, a été largement récompensé. C'est-à-dire que le récit de la servante écarlate n'est pas né avec la série. Le roman lui-même avait eu un grand retentissement. Mais du coup, plus de 35 ans après, il reste quand même d'une grande actualité et on lui reconnaît une forme d'atemporalité. Et donc, avant de parler de l'adaptation en série, je souligne quand même que la série n'est pas la première adaptation du roman. Il avait déjà été adapté en 1990 avec un film américano-allemand de Volker Schlondorf, je m'excuse pour la prononciation. Film qui n'avait d'ailleurs pas reçu un très bon accueil et qu'on connaît très peu finalement aujourd'hui, et qui diffère beaucoup du roman, notamment en raison de l'absence des flashbacks, qui sont quand même des éléments essentiels du récit. Du récit. On avait aussi eu un opéra danois en 2000, un ballet en 2013 et très récemment en 2019, on a eu l'adaptation en roman graphique. Donc, la série a été largement saluée pour la qualité de l'adaptation. Et Margaret Atwood, d'ailleurs, est productrice, consultante sur la série télévisée. Et donc, la série est à la fois très fidèle au roman de 1985 et en même temps, elle est très moderne puisqu'elle intègre des éléments et des enjeux actuels. On peut noter cependant quelques petites différences entre le roman et la série. Alors, quand je dis série, je parle ici vraiment de la première saison, puisque à partir de la 2e saison, il ne s'agit plus d'adaptation, mais bien d'un processus de création libre. Et donc, sur les petites différences dont je vous parlais, on peut notamment parler des temporalités, puisque dans le roman, on suit le fil des pensées d'une servante, donc d'Efred, qui nous informe sur la République de Gilead dans laquelle elle vit, ou plutôt survit, vu son quotidien. Et donc, elle va se remémorer sa vie d'avant, son mari Luc, sa fille Anna, les femmes qui travaillaient, qui mettaient des jupes et du vernis, etc. Et c'est seulement à la fin du livre, en fait, dans la dernière partie qui s'appelle Notes historiques, qu'on se rend compte que le récit de Defred est en fait un témoignage enregistré sur des cassettes et étudié à l'occasion du 12e colloque d'études gileadiennes qui se déroule en 2195. Et donc, on s'aperçoit finalement que le temps de Gilead est révolu, ce qui n'est pas le cas dans la série, puisqu'on a vraiment l'absence de ce recul historique sur la société dystopique qu'on nous présente à l'écran.
Pareil, dans la série, on va retrouver cette superposition entre la vie de Fred à Gilead et sa vie d'avant, notamment à travers l'usage de nombreux flashbacks. Et c'est par ces flashbacks dont certains détails vont venir fonctionner comme des effets de réel au sens de Roland Barthes, qu'on peut supposer que la série se déroule dans un futur proche. Puisque la vie dont se souvient June et la société d'avant Gilead est très réaliste et similaire à la nôtre. La série a d'ailleurs procédé à quelques actualisations par rapport au roman, hein, de sorte à pouvoir vraiment représenter la société contemporaine, la société qu'on connaît. Et on va retrouver des petits détails parlants, donc c'est assez anecdotique, hein, mais on a des petites références à Tinder ou à Uber qui renforcent en fait les possibilités d'identification du téléspectateur. Et donc, dans le cadre des enquêtes de réception que j'ai pu mener, on retrouve vraiment en fait cette idée de réalisme dans les flashbacks qui va venir renforcer en fait les mécanismes d'identification et de projection et qui participerait selon les téléspectateurs à faire la force en fait de la série. Marine Mallet, Gilead, vous l'avez dit, cette entité, on va en reparler, politique si particulière, nous plonge véritablement dans la dystopie. Alors, dystopie en particulier parce qu'on est finalement ici face à quelque chose d'essentiel, j'allais dire, c'est la création d'un État qui met en avant la vie qu'il y a dans les textes religieux, donc un État particulier où la religion est au cœur de tout. Oui, c'est ça, effectivement. Et s'interroger sur le caractère dystopique de la série, finalement, on ne peut pas le faire sans passer par l'analyse de la société qui est dépeinte. Gilead, c'est une théocratie qui est fondée sur une lecture rigoureuse de la Bible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le coup d'État, il y a toute une épuration qui a été mise en place, puisque les opposants à Gilead et ceux qui sont jugés par le régime comme des parias, des pécheurs ou des dangers vont être exécutés. Par exemple, tous les journalistes du journal du Boston Globe sont tués dans les locaux du journal. Ça, c'est suggéré dans la 2e saison, si je me souviens bien. Et donc, la société est complètement réorganisée autour d'un projet religieux et patriarcal, puisque les femmes sont dépossédées de leur statut et de leurs droits de citoyennes et réparties selon leurs fonctions. En fait, il existe 5 types de femmes différents, c'est un peu l'idée de la série, mais 5 catégories de femmes à Gilead. La première, ça va être les épouses, donc qui sont en fait des femmes stériles qui vont être mariées à des dirigeants politiques et à des hommes riches. Ensuite, on a les éconofemmes, qui sont des femmes fertiles mariées à des hommes qui n'ont pas une place importante à Gilead. Ensuite, on a les Martha, qui sont des femmes assignées aux familles dirigeantes, stériles également, et qui effectuent en fait toute l'intendance, toutes les tâches ménagères de la maison. Ensuite, 4e catégorie, on a les tantes, qui sont des femmes qui avaient a priori des postes importants avant Gilead et qui forment et supervisent les femmes qui vont devenir des servantes. Donc, c'est des femmes très religieuses. Et dans la série, la plus importante, c'est sans doute Tante Lydia, puisque c'est elle qui va s'occuper de ce qu'elle appelle ses filles, donc June et ses compagnes servantes. Et donc, avant Gilead, la tante Lydia, en fait, faisait du droit, puis a enseigné dans une école élémentaire. On a tout un épisode de la saison 3 qui revient notamment sur son histoire. Et enfin, on a la catégorie des servantes, qui sont des femmes fertiles dédiées à la reproduction et qui sont assignées à des familles de haut rang pour leur donner un enfant. En fait, ces femmes, pourquoi elles sont pas des éconofemmes, c'est qu'elles ont péché par le passé selon les principes de Gilead, et c'est pour cela qu'elles se retrouvent servantes. Par exemple, June a fréquenté son mari Luke pendant que celui-ci était encore marié, ce qui fait d'elle une femme adultère. Moira et Emily, donc deux autres servantes, elles sont homosexuelles, ce qui constitue un péché selon Gilead. Donc, ce qui est intéressant dans cette dystopie, c'est qu'elle n'est pas dirigée en fait spécifiquement contre les femmes.
On voit souvent ressortir le terme de dystopie féministe, comme cela est souligné en postface du roman dans l'édition Robert Laffont. Et à mon sens, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, puisqu'il est question des droits des femmes dans la série, et c'est également la réception qui en est faite. Mais The Handmaid's Tale va au-delà en fait, de ça dans la dystopie, puisque le régime mis en place n'est pas seulement dirigé contre les femmes. Donc, il s'agit d'un système patriarcal, donc forcément, les hommes ont l'ascendant sur les femmes et des droits beaucoup plus importants. Mais on a aussi différents rangs de femmes, comme je vous le disais. Après, malgré ça, aucune femme, par exemple, n'a le droit de lire, peu importe leur rang. Mais on a quand même certaines femmes qui sont plus puissantes que d'autres hommes, comme c'est le cas des épouses. Être un homme n'est pas non plus la garantie de ses droits et de la sécurité, puisqu'on le voit dans la deuxième saison, hein, lorsque June tente de s'enfuir, elle va passer une nuit chez un passeur qui s'avère être musulman, ce qui est interdit et passible de mort à Gilead. D'ailleurs, il sera ensuite exécuté une fois découvert. Idem, on a des gardiens qui sont exécutés pour différentes fautes commises. Et finalement, en fait, on se rend bien compte que quiconque s'oppose au projet de la République de Gilead, hein, homme ou femme, et aux principes sur lesquels repose cette République, peut se voir condamné à mort. Comment est-ce que dans cette dystopie, finalement, on est passé, on le comprend bien, hein, puisqu'on le voit et au fur et à mesure de l'avancement des saisons, on comprend qu'il y a une lutte entre les États-Unis libres, qu'on pourrait appeler libres, et Gilead. Finalement, comment on est passé de l'un à l'autre, des États-Unis à Gilead? C'est d'ailleurs le cœur finalement de l'intrigue de la saison 4, hein, cette lutte qu'il y a armée. On parle véritablement d'ailleurs de front entre Gilead et ce que Gilead appelle les rebelles, c'est-à-dire les Américains qui voudraient restaurer leur pays. Oui, effectivement, on a une lutte entre Gilead, donc qui a vu le jour aux États-Unis, mais qui n'a pas réussi à conquérir tous les territoires des États-Unis. On a aussi une résistance qui se met en place depuis le Canada avec ceux qui ont réussi à s'enfuir. Mais effectivement, hein, il y a cette idée de basculement dans la série et qui passe notamment à travers l'usage de flashbacks. Et l'une des phrases peut-être la plus reprise de la série, c'est celle de June dans la première saison, qu'on retrouve aussi dans la bande-annonce. En français, ça va donner ça. Elle nous dit « Avant, j'étais endormie, c'est comme ça que c'est arrivé. Quand ils ont massacré le Congrès, on ne s'est pas réveillé. Quand ils ont blâmé les terroristes et suspendu la Constitution, on ne s'est pas non plus réveillé. Maintenant, je suis réveillée. » Donc, la manière dont la société a basculé pour devenir Gilead, je vous le disais, est abordée dans la série au fil des différents flashbacks. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les personnages, un tel basculement n'est pas envisageable jusqu'à ce qu'il se produise. Et c'est exactement le sens de la phrase de Jung que je viens de vous lire, hein. Ils ont laissé faire sans s'inquiéter, se disant qu'ils étaient protégés par des droits qu'ils croyaient acquis. Et une scène marquante, je pense, là-dessus, c'est celle de la manifestation à laquelle June se rend avec Moira, et où, à la surprise de toutes et tous, les policiers commencent à tirer à balles réelles sur la foule. Un autre élément qui questionne, bien sûr, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui motive la mise en place d'un tel régime? Et ça, la série y répond assez tôt, hein, d'ailleurs, puisqu'on apprend que Gilead entend trouver des solutions à la baisse du taux de natalité, qui est d'ailleurs un problème d'ordre mondial, hein, cette chute drastique du taux de natalité. Et la solution de Gilead, c'est de revenir à l'application des principes bibliques. Donc, la chute du taux de natalité dans la série et dans le roman, hein, elle aurait plusieurs causes. Ce serait dû aux pollutions, aux cultures OGM, aux perturbateurs endocriniens et autres produits chimiques qui auraient joué en fait un rôle sur la fertilité des femmes et des hommes, bien sûr, mais ça, aucun homme ne s'avouera stérile à Gilead. C'est d'ailleurs tout un enjeu dans le récit.
Et on a aussi les mœurs de la société d'avant Gilead qui sont blâmées. Donc l'avortement, de la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, tout cela, ce serait lié à un mode de vie comment dire, blâmé par Gilead, qui aurait pour conséquence de réduire en fait les chances de faire remonter le taux de natalité. Et donc, pour pallier à ça, Gilead ne laisse pas le choix aux femmes encore fertiles. C'est-à-dire que tous les mois, au cours de ce qui va s'appeler la cérémonie, qui est en fait un viol ritualisé finalement, elles auront un rapport sexuel avec leur commandant sous la surveillance de l'épouse afin donner un enfant à la famille. Et alors, c'est largement discutable, mais c'est assez intéressant de noter que ceux à l'origine de Gilead sont convaincus d'œuvrer pour le bien de tous. Et Laurent Bazin souligne qu'il s'agit là de l'ambivalence propre aux dystopies. Ici, la dystopie est pensée par ses créateurs comme une solution à un problème insoluble. Et dans le roman de Margaret Atwood, on a cette phrase assez parlante du commandant Waterford à Alfred, qui lui dit en parlant des femmes, maintenant elles sont protégées, elles peuvent accomplir leur destin biologique en paix, avec une aide et des encouragements sans limite. Et effectivement, dans la série, certains personnages comme la tante Lydia ne sont pas foncièrement mauvais. On peut même voir une forme d'attachement à ces filles. Mais en fait, ils sont convaincus du bien fondé de ce système. Et pour eux, chacun doit œuvrer pour le bien commun et rester à sa place. Place qui est d'ailleurs signifiée de manière très très présente par tout un code couleur qui contribue largement à l'esthétique de la série. C'est une série effectivement particulière avec une photographie particulière, plutôt sombre d'ailleurs, surtout vraiment dans les premières saisons, mais on voit tout le long de la série cette idée-là. Parlez-nous un peu de cette esthétique et en même temps, vous étiez en train de nous dire qu'il y a effectivement, quand on parle bien sûr des servantes qui sont en rouge, d'où le titre en plus, et écarlate qui ne renvoie pas que au rouge, vous allez nous le dire peut-être un peu plus tard, quand on parlera plus en détail de June, mais chacun des personnages, les tantes, les épouses, les servantes, ont un code couleur particulier. Oui, la série a été d'ailleurs remarquée et saluée très largement pour sa scénographie. Effectivement, mais ça, je pense que c'est le propre de beaucoup de dystopies. On a une ambiance très sombre, très désaturée presque. Et en même temps, l'image et les couleurs jouent un rôle très important. Les couleurs d'abord, puisque celles-ci sont très présentes et représentent finalement tout un système où chaque couleur correspond à un rôle et à une fonction. Et certains commentateurs de la série ont d'ailleurs rapproché ce code couleur en fait de ce qui était mis en place sous le régime nazi, par exemple. Cet attachement aux couleurs et au caste finalement. Les épouses, par exemple, sont toutes vêtues de la même manière avec de longues robes vertes. Les Martha, elles, sont habillées de façon très terne, vert gris. Les tantes, elles, c'est des vêtements très simples, marron. Les petites filles sont vêtues de rose, les petits garçons de bleu. Et les servantes, donc, quant à elles, la servante écarlate, sont vêtues de rouge. Donc, évidemment, rouge, la couleur du sang et de la fertilité. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que lorsqu'elles sortent, elles portent également une coiffe blanche, donc leurs ailes, qui va leur cacher le visage, les empêchant d'être vues, mais également de voir. Et ça donne lieu à une sensation d'enfermement qui transparaît très bien dans le cadrage de la série. Je pense notamment à des scènes lorsqu'elles marchent en binôme dans la rue et se parlent sans pouvoir se voir, ou alors lorsqu'elles font leur course. Et de la même manière, le rouge de leur tenue
les marque et limite drastiquement en fait toute possibilité de fuite, puisque c'est ce que vous disiez. Gilead, c'est un environnement austère, les rues sont sans couleur, très sombre, et la Cape Rouge, quant à elle, ressort dans cet environnement finalement. Et donc, on a ce jeu des couleurs qui est souligné également par des plans pris du dessus, par exemple, où les silhouettes des servantes se détachent sur la neige à Boston, ou par des effets de contraste entre servantes et épouses et leurs vêtements rouges et verts, ce qui donne lieu effectivement à une esthétique très, très particulière et à des plans très beaux, en fait, finalement. Marine Mallet, quand on s'intéresse à cette série, La Servante écarlate, on pense, vous l'avez dit en introduction, au personnage effectivement de Fred, c'est-à-dire de June Osborne. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de son évolution tout au long de la série, et en particulier comment elle va de plus en plus, de par son côté rebelle, notamment vis-à-vis de l'institution et de Tante Lydia en particulier, mais comment elle va plonger de plus en plus dans une véritable spirale de violence. Pardon. Oui, alors June Osborne, donc, qui est campée par Elizabeth Moss, donc le personnage principal qui porte la série, et qu'on va suivre pendant 4 saisons. Donc, pendant la première saison, on découvre une June, donc enfermée à Gilead, qui découvre finalement cette nouvelle société, ces nouvelles règles, qui les subit, qui va avoir une relation forcée et de manière à se protéger le plus possible avec le commandant Fred Waterford. Donc c'est ce que je vous disais, tout au long de la première saison, on est vraiment sur l'adaptation du roman. On a aussi la relation de June avec le chauffeur de la famille, Nick, dont elle va finalement tomber amoureuse. Elle va tomber également enceinte et avoir un enfant, donc, qui s'appellera Nicole, dans la République de Gilead. Mais en fait, à partir de la deuxième saison, quand on entre dans le processus de création libre, on fait face à un problème. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai mené des entretiens avec des sériphiles qui ont visionné donc, la Servante écarlate. Et ce qui ressort, c'est qu'à partir de la saison 2, on est face à un problème, puisqu'il y a comme une sorte de redondance en fait dans le schéma narratif, dans lequel semble s'enfermer la série jusqu'à la 4e saison. On a deux choses en fait qui reviennent. C'est le fait que l'intrigue tourne finalement autour du projet de June de s'enfuir de Gilead, puisque alors dès la saison, on le voit, elle essaie de s'enfuir, mais elle échoue. Euh, et finalement, dans les saisons 2 et 3, c'est la trame de fond de la série. L'idée, c'est de réussir à s'en aller, mais à chaque fois, lorsqu'elle y parvient, finalement, elle décide d'y retourner pour aller récupérer sa première petite fille, Anna. Euh, et donc, elle se fait recapturer, elle se fait punir toujours plus sévèrement, ce qui donne lieu à des scènes de plus en plus violentes. C'est des scènes de torture physique et psychologique. Et ça, c'est beaucoup ressorti en entretien, cette escalade de la violence qui est l'une des raisons pour laquelle certains téléspectateurs m'ont dit avoir arrêté la série. C'est la redondance du scénario et une violence qui leur paraissait de plus en plus injustifiée à partir de la deuxième saison. En revanche, dans la 4e saison, il se produit un phénomène intéressant, puisque June va parvenir à s'enfuir et progressivement à rejoindre le Canada.
Et en fait, tout au long de cette saison, le personnage de June va se faire de plus en plus violent. Alors, bien sûr, en réaction au traumatisme et aux violences qu'elle aura subies à Gilead. Mais et alors là, je n'en suis qu'au stade de l'intuition, hein, puisque la quatrième saison n'est sortie que récemment et que je n'ai pas eu l'occasion de l'analyser dans le détail. Hein. Mais dans certaines scènes, dans certaines postures, dans certains de ses discours, June va vraiment endosser un rôle de leader par rapport aux autres servantes qui vont la suivre. Et par moment, elle va se faire le miroir de la tante Lydia et elle va exercer en fait une forme de violence similaire à celle qu'exerçait tante Lydia sur ses filles. C'est aussi, quand on regarde cette dystopie, l'occasion de s'interroger sur le passé, Marine. Vous allez nous en dire plus parce que c'est intéressant cette idée. Finalement, à travers, vous l'avez dit, notamment les flashbacks, cette idée que revisiter le passé, ça permet d'alerter sur le présent. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que les créateurs ont pensé finalement cette fiction-là, hein, à partir de faits réels? Oui, bah, c'est la réalisatrice Rin Morano qui expliquait, donc là je la cite, hein, tout ce qui est dans le livre, c'est produit ou se produit quelque part dans le monde. Et effectivement, alors c'est pas tant les créateurs, mais c'est peut-être surtout Margaret Atwood hein, qui expliquait qu'en fait, tout ce que son livre tout ce qui constitue son livre se fonde uniquement sur des faits et des pratiques ayant déjà existé par le passé ou qui existent encore quelque part dans le monde. Et alors forcément, la série heurte par la violence de son propos et des scènes qui y sont représentées. Hein. Mais pourtant, chaque violence a déjà été exercée dans la réalité. Et à mon sens, ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir renforcer la portée du propos et les dynamiques de sensibilisation qui peuvent en découler, puisque on est face à une fiction. Non pas inspiré de faits réels, mais qui va être un patchwork, en fait, presque, si je puis dire, de pratiques ayant déjà existé. Et ça permet vraiment d'engager une réflexion sur l'actualité des États-Unis, mais enfin, on peut peut-être parler d'une actualité mondiale, presque finalement, comme on le verra par la suite. Marine Mallet, par rapport justement à cette série Handmaid's Tale, donc La Servante écarlate, on a véritablement un engagement hein, par rapport à la cause des femmes. C'est très intéressant parce que, vous l'avez dit, notamment à travers leur place dans la société, à travers ce qu'elles subissent comme violence, à travers aussi la place des épouses, qui sont des personnes qui doivent être en retrait, vous l'avez dit, où il y a de nombreuses interdictions. C'est quelque chose de très engagé. Alors peut-être, avant d'aller analyser la série elle-même, revenir sur le contexte de production et surtout de diffusion. On est aux États-Unis dans un contexte post-MeToo, hein, donc peut-être rappelez-nous ce que c'était, et on est aussi quelques mois après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Donc là, il y a quand même cette série, il y a une certaine résonance avec l'actualité. Oui, effectivement, et cet effet d'agenda a largement été souligné. Et effectivement, vous l'avez dit, hein, la sortie de la première saison a coïncidé avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et on peut supposer que ça a largement participé à la visibilité et au succès de la série, puisque les thématiques traitées ont trouvé un écho direct dans la réalité, puisque la politique de Trump à l'égard des droits des femmes a inquiété de nombreux défenseurs des droits des femmes et a donné lieu à de nombreuses manifestations de collectifs féministes mobilisés pour la défense des droits acquis, mais toujours fragiles, comme ce qui est souligné en fait dans la série, et enfin souligné et poussé à l'extrême, bien sûr.
Et on pense notamment au droit à l'avortement remis en question dans de nombreux États des États-Unis. Mais plus généralement, il y avait le projet... mince, j'arrive plus à parler. Mais donc, plus généralement, il y avait l'abrogation de l'Obamacare et le Healthcare Bill porté par Trump, avec un projet de loi qui prévoyait notamment de réduire les financements du planning familial. Donc, voilà, la série et les thématiques traitées ont complètement trouvé un écho dans l'actualité, ce qui a fait réagir la production de la série, mais également le public, comme le montrent les nombreuses mobilisations qui ont repris en fait cette iconographie de la série. Oui, la Servante écarlate est au cœur finalement des mobilisations féministes qui reprennent cette idée-là pour montrer finalement peut-être quelque part que certaines évolutions, vous êtes en train de le dire, de la société sont négatives et donc qu'il ne faut pas en arriver aux extrêmes tels qu'ils sont montrés dans la série. Oui, bah après, c'est le principe de la dystopie, que de pousser à l'extrême les dérives possibles d'une société pour mettre en exergue certaines problématiques. Mais effectivement, par rapport aux mobilisations féministes, on a vu dans de nombreux pays se multiplier des manifestations où les manifestantes donc, arboraient des costumes de servantes repris directement de l'univers de la série. Et en ça, finalement, la figure de servante est presque... Enfin, oui, est devenue un symbole féministe de la pop culture, ce qui témoigne également d'une portée très large. Donc, juste pour quelques exemples, par exemple, en février 2018, en Croatie, on a vu ce type de manifestation face au gouvernement de ratifier la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. En juillet 2018, c'était en Argentine, dans le cadre de la mobilisation en faveur de l'avortement. En septembre de la même année, c'était en France cette fois-ci, pour une mobilisation contre la fermeture d'une maternité. Le 23 mai 2017, idem, on avait un groupe de militantes féministes du Texas qui était habillé en servante, qui est venu protester au Capitole de manière silencieuse contre une loi anti-avortement. Et d'ailleurs, la costumière de la série, Anne Crabtree, est revenue sur ces mobilisations et a dit qu'elle avait été contactée en fait par l'association pro-choix Naral, qui lui avait demandé son aide dans la constitution, dans la confection plutôt des costumes. Et effectivement, elle a elle-même aidé le collectif féministe en donnant des patrons pour qu'elles puissent créer leurs costumes elles-mêmes. Donc voilà la manière dont la production de la série s'est positionnée également sur ces thématiques et sur la façon dont le public et les collectifs féministes se sont emparés en fait de ce récit et de cette figure de servante pour en faire un symbole, c'est pas anodin. Et de la même manière, on a un article de 2021 de Florence Iadaden et Émilie Lopez-Puyol qui est paru dans la revue Caderni, qui s'est intéressé vraiment à cette mobilisation iconographique dans les luttes féministes et qui explique qu'en fait, cette mobilisation et l'appropriation collective de ce symbole
reflète finalement des inquiétudes communes et s'inscrit dans un contexte de lutte locale. C'est-à-dire que selon elle, on n'a pas une idéologie collective des mouvements féministes qui reprennent ce symbole de servante. Mais finalement, il n'en demeure pas moins qu'une fiction télévisuelle américaine a su s'ériger en symbole dans des aires culturelles très diverses, ce qui témoigne quand même d'une problématique et d'inquiétude partagée face aux droits des femmes et à leur possible recul, notamment sur les questions de l'avortement. Et voilà, je pense que les réseaux les réseaux sociaux, jouent aussi un rôle dans cette circulation de ce récit médiatique et de la portée que peut avoir la série télévisée. Parlez-nous un peu de ce rôle justement des réseaux sociaux dans la médiatisation de certains faits, parce que ici on se rend compte, vous avez commencé à nous le dire tout au long de cette émission, que finalement la dystopie est utilisée par ceux qui la reçoivent, c'est-à-dire les spectateurs, comme peut-être un levier, je ne sais pas comment on peut dire, de sensibilisation à certains aspects. Et ça, les spectateurs le partagent entre eux sur les réseaux sociaux. Oui, alors je ne sais pas si c'est utilisé par les téléspectateurs comme un levier, si de fait la dystopie devient un levier. Alors c'est une des hypothèses de mon travail de thèse que je n'ai pas encore tout à fait terminé de vérifier, donc je vais rester assez prudente sur ce point. Mais dans le cadre de ma thèse, je suis amenée à étudier en fait des groupes de discussion Facebook dédiés à la série The Handmaid's Tale, et il en existe un grand nombre anglophones, mais également francophones. Et en fait, ces groupes sont des espaces de discussion où les membres vont discuter de la série, de ses actualités, des théories qu'ils peuvent avoir sur la série, de l'intrigue. On a vraiment toute une dynamique de fandom au sens de Paul Bouff, et on va retrouver une grande variété de pratiques d'amateurs. Mais on a aussi en fait une mise en discussion forcément des thématiques de la série. Et puisque ces thématiques ont une portée politique, le récit même de la Servante écarlate a une portée politique, ça peut donner lieu en fait à des débats politiques en lien avec l'actualité, ce qui conduirait en fait à dire que la fiction dystopique permet d'impulser en fait de nourrir le débat public en ligne et d'impulser des réflexions sur la réalité et les problématiques auxquelles nos sociétés sont confrontées. Je pourrais revenir là-dessus un petit peu plus en détail, notamment avec le groupe de discussion officiel de la série que j'ai eu l'occasion d'étudier. Et on a vraiment cette dynamique d'échange et d'hybridation des échanges au sein de ces groupes. C'est-à-dire que le divertissement va vraiment venir côtoyer le politique finalement. Dans la dernière partie de notre émission, Marine, on va évoquer quelque chose que vous connaissez bien, vous, dans les sciences de l'information et de la communication. On va parler effectivement des réseaux, bien sûr, mais aussi de transmédia storytelling, un thème qui est cher à Mélanie Bourdin, notamment, qui est venue présenter ce thème-là à travers plusieurs séries. Alors, pour vous, peut-être, Marine, une première question intéressante ici, cette idée, on a vu Handmaid's Tale, c'est d'abord un roman, on est passé à la série, puis finalement, on revient à un nouveau roman. Alors, l'idée de ce transmédia storytelling, c'est vraiment ici quelque part de prolonger la narration sur différents supports. Oui, c'est ça, effectivement. Et pour le coup, c'est vrai qu'en 2019, Margaret Atwood a publié donc un nouveau roman qui s'appelle
les Testaments, qui se présente comme la suite de La Servante écarlate, donc du roman, mais également de la série. Parce qu'effectivement, si on reprend les choses un peu dans l'ordre, donc l'univers de Gilead est d'abord né sous la plume d'Atwood dans un roman. Ensuite, cet univers et l'intrigue principale a été adapté, donc, comme je vous le disais, plusieurs fois, mais notamment dans la première saison de la série. Puis, les créateurs ont continué à développer l'histoire de June, d'apporter encore davantage de détails à l'univers de Gilead au fil des saisons de la série. Et ici, en fait, dans ce deuxième roman, Margaret Atwood va venir prolonger en fait l'univers de Gilead en tenant compte de ces différents éléments et de l'histoire créée par la série, ce qui va vraiment venir inscrire The Handmaid's Tale dans une logique de récit transmédia. Par exemple, Michelangelo Bettier emploie un terme assez parlant qui est celui de Gileadverse. Je l'ai trouvé très opportun pour décrire les effets en fait de ce roman et je vais essayer de ne pas en dire trop sur le roman, mais ce qui se passe dans les Testaments, c'est que déjà, l'intrigue se situe une quinzaine d'années après ce qui se passe actuellement dans la série et nous donne des informations sur 3 personnages féminins. Donc, la tante Lydia, la première fille de June, Anna, et l'enfant qu'elle a eu avec Nick à Gilead, bébé Nicole. Bébé Nicole, c'est comme ça que cet enfant est appelé dans le roman. Et donc, Les Testaments a été publié entre la 3e et la 4e saison. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, la lecture permettait d'anticiper certains éléments de l'intrigue de la 4e saison. Et donc, je ne vous en dis pas plus, mais Les Testaments va vraiment permettre de travailler, d'étoffer un récit sur divers supports médiatiques. Et c'est vraiment très intéressant. Autre biais pour parler ici de transmédialité, c'est l'idée que Hulu, donc la chaîne payante américaine, a créé un groupe de discussion Facebook en amont notamment de la diffusion de la première saison. Alors là aussi, dites-nous pourquoi ils ont fait ça. C'est une stratégie de communication. Ça a permis de mobiliser dès avant la diffusion de la série les spectateurs. Ça a permis de construire un public véritablement actif. Pourquoi est-ce que Hulu a travaillé comme ça autour de cette série-là? Et c'est d'ailleurs ce travail qu'il y a eu en amont qui a aussi permis le succès de la série telle qu'on le connaît. Donc, effectivement, c'est le groupe Facebook dont je vous parlais à l'instant, mais avant la diffusion de la première saison, les services de communication de Hulu ont créé un groupe de discussion Facebook et forcément, on suppose dans une logique de divertissement et de marketing. L'idée, c'était vraiment de consolider un public en envoyant par exemple un kit presse à des influenceurs qui devaient poster et non pas animer mais alimenter ce groupe de discussion. Et oui, l'idée c'était vraiment de susciter l'intérêt du plus grand nombre pour aller voir et de faire la promotion en fait quelque part de la première saison de la série. Et donc ce groupe est géré par la page Facebook officielle The Handmaid's Tale et donc par les community managers de la chaîne, et les modérateurs du groupe sont également des community managers. Aujourd'hui, il me semble que le groupe regroupe du coup environ 67 000 membres, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est énorme. C'est un groupe anglophone. Il y a beaucoup d'échanges au sein de ce groupe. Et moi, quand j'ai eu l'occasion de mener une étude sur ce groupe, donc c'était au printemps 2018, le groupe ne s'appelait pas de la même manière et n'avait pas non plus les mêmes paramètres de confidentialité. Et ça, c'est assez intéressant puisque
En fait, depuis avril 2018, et ça coïncide avec la diffusion de la deuxième saison, les paramètres du groupe ont été modifiés. C'est-à-dire que les modérateurs ont changé la confidentialité du groupe ainsi que son nom, puisqu'ils l'ont appelé The Handmaid's Tale Official Fan Group. Et tous ces éléments peuvent être compris en fait comme une stratégie marketing et une stratégie commerciale, puisque au début de l'enquête, le groupe de discussion était privé et encourageait les contributeurs à venir parler, échanger sur des sujets, comment dire, sur des sujets importants, entre guillemets. Par exemple, le groupe s'appelait #Médée, The Official Handmaid's Tale Discussion. Pardon, #Médée, The Official Handmaid's Tale Discussion Group. Voilà, dans le bon ordre. Et si on se concentre sur le #Médée et sur la description du groupe, c'est assez étonnant puisque dans la série, Médée est le groupe de résistance secret qui travaille à la destruction de Gilead de l'intérieur. Et donc, dans la vie réelle, voilà, Médée, c'est l'expression universelle pour appeler à l'aide, qui est une déformation en fait, de la phrase française « venez m'aider ». Et en fait, les services de Hulu ont choisi de conserver l'étymologie française, entraînant le groupe dans une certaine réalité, comme le montre le texte de description, puisque le texte de description du groupe, c'est « Et si nous donnions vie à Médée, ici, dans notre propre monde, ensemble ?» En fait, le discours de présentation propose vraiment aux fans de partir de la série pour réfléchir à notre réalité et en fait prolonge l'enthousiasme et l'indignation suscités par la série. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que alors, ce groupe a été créé par un acteur économique de l'industrie culturelle, mais il a aussi été très vite investi par les fans qui s'en sont emparés et se le sont appropriés, ce qui l'a transformé en objet hybride, puisque je me suis aperçue qu'en fait, de nombreuses publications sur ce groupe relevaient du débat public et politique et ont donné lieu à des arguments fondés sur des expériences personnelles, sur des opinions politiques et ou religieuses et ou encore sur des citations de sources scientifiques. Pour vous donner un exemple, il y a un utilisateur avait posté une vidéo sur la stérilisation volontaire des femmes et avait ajouté la légende « Je suis pour le contrôle des naissances et le droit des femmes à choisir, mais j'ai dû prendre du recul et réfléchir à cette question, des idées. » Et donc, voilà, cette publication, elle a généré plus de 400 commentaires et a donné lieu à un grand nombre de débats. Et finalement, l'analyse de ce groupe montre vraiment une hybridation absolue des contenus puisque le divertissement côtoie la réalité et la fiction se mêle à la vie réelle et l'un devient une grille de lecture de l'autre et vice-versa. Et en fait, c'est très intéressant parce que les publications politiques se concentrent principalement sur la condition des femmes dans le monde et la remise en cause de leurs droits aux États-Unis, sur Donald Trump et sur d'autres scandales politiques. Mais ce fandom peut vraiment être compris comme un espace à la fois de divertissement, puisque beaucoup d'échanges ont trait à la série, mais également comme un relais d'information politique et une source d'information qui va permettre de la sensibilisation des fans par d'autres fans. Et donc, loin des réactions violentes et instinctives, la lecture des commentaires révèle vraiment que les idées exposées sont soigneusement argumentées et développées, vont donner lieu à de longs débats qui vont s'accompagner soit d'exemples pris dans la série, soit de récits d'expériences personnelles ou d'articles scientifiques qui vont venir étayer et nourrir le propos. Donc voilà, pour comprendre en fait les interactions au sein de ce groupe Facebook,
l'internaute ne peut pas être uniquement un fan de la série. Il faut aussi qu'il soit au fait de l'actualité politique, alors notamment des États-Unis, puisque là, il s'agit d'un groupe anglophone. Et c'est intéressant parce qu'un tel groupe et le type d'échanges qui peuvent s'y dérouler montrent bien qu'en fait, la dystopie va servir de catalyseur en fait, à des réflexions et des débats politiques, puisque la fiction va vraiment permettre d'interroger la réalité et de mobiliser la conscience politique des téléspectateurs. Pardon. La Servante écarlate, c'est aussi l'occasion de parler de la mobilisation de l'industrie culturelle en faveur d'un certain engagement politique. Alors là, on a quelque chose de particulier qui s'est fait. Toutes les séries ne le font pas. Mais La Servante écarlate, peut-être, je ne sais pas si on peut dire série militante, mais en tout cas, série qui met en avant un certain combat. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, effectivement, on a beaucoup entendu parler, et je vous en ai parlé précédemment, hein, des manifestations féministes où les manifestantes reprenaient le costume de servante. Mais je voulais aussi revenir sur une campagne qui, à mon sens, renforce le caractère engagé de la production de la série. C'est une campagne qui s'appelle Hope Live in Every Name. Et c'est une campagne de sensibilisation et un appel à la mobilisation qui a été lancée par l'association internationale Equality Now en partenariat avec la série The Handmaid's Tale. Ça a été lancé lors de la diffusion avant la diffusion de la deuxième saison. En fait, ça consiste en une vidéo qui montre les acteurs principaux de la série, donc qui portent des vêtements de la vie quotidienne et qui lisent tour à tour des témoignages de femmes ayant subi des violences et des abus. Donc, la vidéo était disponible sur le site de l'association en 2018, ce qui n'est plus forcément le cas parce que je n'ai pas réussi à la retrouver, mais elle avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et sur le site internet, la vidéo était introduite par le texte suivant. Ceci n'est pas une fiction, il ne s'agit pas de The Handmaid's Tale. Equality Now s'est associé à la saison 2 de la série Hulu The Handmaid's Tale, récompensée par un Emmy Award, pour montrer comment l'espoir vit dans chaque nain. Donc en fait, on est vraiment face à un objet hybride, hein, un peu comme le groupe officiel de discussion Facebook, puisque ce film de campagne est le produit de deux sphères très différentes, hein, celle du divertissement et du militantisme. Et il s'opère en fait des allers-retours entre fiction et réalité tout au long de la vidéo. Et c'est d'ailleurs sur la porosité des frontières entre fiction et réel que joue la vidéo et c'est de là qu'elle tire sa puissance. Pour vous donner un exemple, j'avais noté quelques extraits de la vidéo que j'ai traduit. Mais donc, ce que je vais vous lire, c'est ce que lisent les acteurs de la série, hein. On a des phrases comme « Les hommes savaient que j'étais une enfant, mais ils s'en fichaient, ils m'ont quand même acheté. J'ai eu une cérémonie, je ne comprenais pas ce que c'était, mais je savais que ça faisait mal. » Voilà, c'est ce type de contenu. Et dans les premières secondes de la vidéo, on n'a aucune information sur la nature des textes qui sont lus, mais les termes utilisés font écho à certaines scènes de la série. Par exemple, il est question de cérémonie, de vêtements rouges, de mauvais caractère, de gouvernement qui légitime et encourage la violence contre les femmes. Tout ça, c'est autant d'expressions et de situations en fait, qui sont relatées par la série dans l'univers fictionnel. Et c'est seulement à la fin de la vidéo que les noms des femmes sont cités et qu'un acteur dit clairement ce n'est pas une fiction, ce n'est pas The Handmaid's Tale. En fait, ce procédé permet vraiment de montrer la violence de ces témoignages et le fait que la fiction dystopique n'est finalement pas si fictionnelle que ça. La façon dont la vidéo est construite va vraiment permettre de capter l'attention des fans de la série, notamment pendant la période de diffusion
ou en amont de la diffusion de la deuxième saison, hein, puisque si l'origine de la campagne du film n'est pas immédiatement identifiée, et c'est souvent le cas lorsqu'on est face à des contenus qui sont partagés sur les médias sociaux, la vidéo pourrait vraiment se faire passer pour une annexe, si je puis dire, de la série, promouvant ou donnant de nouvelles informations sur l'intrigue de la deuxième saison, puisque d'autant plus que avant la deuxième saison, on ne savait pas trop de quoi allait être faite cette deuxième saison, puisqu'on savait que la première était l'adaptation du roman de Margaret Atwood. On ne savait pas s'ils allaient poursuivre une intrigue qui concernerait uniquement June, ou si au contraire la deuxième saison allait s'intéresser à d'autres personnages, etc. Et donc, vu hors de son contexte, cette vidéo pouvait complètement appartenir au registre de la fiction et en tout cas jouer sur cette idée qu'elle était liée à la fiction. Et donc, ce procédé est finalement particulièrement astucieux, hein, puisqu'il va permettre vraiment d'ancrer cette dystopie dans la réalité, puisqu'en suggérant que les témoignages décrits appartiennent au récit dystopique, cette vidéo va amener en fait le public à réaliser que la fiction est très réaliste. Et l'analyse du discours met en évidence le lien entre les témoignages lus et les scènes de fiction. La série The Handmaid's Tale, certes, peut être regardée et est regardée et décodée par certains téléspectateurs comme un simple divertissement, mais on a vraiment cette dimension profondément politique qui irrigue tout le récit, mais également les contenus annexes, comme c'est le cas de cette vidéo, et qui positionne vraiment la production de la série comme engagée pour la cause des femmes, et vient renforcer par la même occasion la portée politique de la série. Marine Mallet, merci beaucoup pour la présentation de cette série La Servante écarlate, Handmaid's Tale donc en anglais. Vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission, sur notre site. Allez le consulter, histoireensérie.com. Vous avez comme ça le résumé de toutes les émissions et puis vous avez les liens pour aller écouter toutes les émissions depuis le début, depuis les 3 saisons. On est déjà à la 3e saison. Voilà, ça fonctionne très bien et c'est grâce à vous. On vous remercie. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou notre groupe Facebook aussi, sur Histoire en série. Retrouvez aussi l'actualité d'Histoire en série avec le résumé des émissions et les liens pour aller les écouter sur les grandes plateformes de podcast, Spotify et sur YouTube, sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Marine Mallet, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, à bientôt peut-être pour une émission spéciale dystopie ou pour une autre dystopie. Et pourquoi pas. Merci beaucoup pour cette invitation. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble artistically, such a beautiful planet populated by a strangely animals.
endless, I missed again. You want to more forever.